Un homme riche méprise un employé humble, mais des années plus tard, il est surpris par un retournement de situation percutant. Mais avant de poursuivre notre histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. Hans-Dieter Müller était l'un des hommes d'affaires les plus puissants et redoutés de Berlin. Né dans une famille d'industriels, il avait grandi entouré de richesses et de privilèges. Dès son plus jeune âge, Hans-Dieter avait été formé pour reprendre les affaires familiales, un vaste réseau d'entreprises allant de la manufacture à la technologie de pointe. Son père, Wilhelm Müller, était un homme strict et exigeant, qui avait toujours insisté sur l'importance du succès et de la domination dans les affaires. Pour Wilhelm, la compassion était une faiblesse, et Hans-Dieter avait absorbé cette philosophie dès son plus jeune âge. À 35 ans, Hans-Dieter avait déjà étendu l'empire familial, en acquérant des entreprises plus petites et en éliminant la concurrence avec une efficacité presque cruelle. Il croyait fermement que le succès était le résultat exclusif de l'effort individuel et de l'intelligence. Ceux qui ne parvenaient pas à prospérer étaient, à ses yeux, paresseux ou incompétents, ne méritant que son mépris. Hans-Dieter avait peu de patience pour les échecs et encore moins pour l'humanité des autres. Son bureau, situé au sommet d'un gratte-ciel en plein centre de Berlin, était un reflet de son caractère. Avec des fenêtres allant du sol au plafond, cet espace offrait une vue panoramique sur la ville, comme si Hans-Dieter était constamment au-dessus de tous, littéralement et figurativement. Le décor, composé d'art moderne et de meubles minimalistes, avait été soigneusement choisi pour exhiber son pouvoir et sa sophistication. L'atmosphère y était froide et impersonnelle, reflétant son approche de la vie et des affaires. Les employés de l'entreprise de Hans-Dieter le craignaient. Ils savaient qu'il était impitoyable avec les erreurs et que son tempérament explosif pouvait coûter à quiconque son emploi du jour au lendemain. Hans-Dieter faisait en sorte de maintenir une distance émotionnelle avec tout le monde autour de lui, croyant que créer des liens d'amitié ou de confiance avec ses subordonnés affaiblirait son autorité. Parmi ses employés, l'histoire était toujours la même. Tous savaient que travailler pour Hans-Dieter signifiait sacrifier une grande partie de soi en échange d'une chance de gravir les échelons de l'entreprise, mais peu, voire aucun, ne le considérait comme un leader inspirant ou quelqu'un sur qui il pouvait compter en cas de difficulté. Pour Hans-Dieter, les gens n'étaient que des outils, des moyens d'atteindre des fins spécifiques. Et ceux qui ne servaient pas à ce but étaient éliminés sans hésitation. Un jour, Hans-Dieter reçut des rapports indiquant qu'une des filiales de l'entreprise obtenait des résultats en deçà des attentes. Frustré par ce qu'il considérait comme une incompétence généralisée, il décida de visiter cette filiale personnellement, déterminé à montrer à tous qui était aux commandes et à imposer ses règles. Pour lui, toute démonstration de faiblesse ou d'échec était une offense directe à son autorité, quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas tolérer. C'est dans ce contexte que Hans-Dieter se préparait pour une visite qui, dans son esprit, servirait à rétablir l'ordre et la rigueur qu'il croyait être les piliers du succès. Ce qu'il ignorait, cependant, c'était que cette visite marquerait le début d'une série d'événements qui ébranleraient profondément ses croyances et ses valeurs. Dans la filiale que Hans-Dieter s'apprêtait à visiter, Friedrich Bauer était l'un des employés les plus anciens et les plus discrets. À 50 ans, Friedrich était un homme d'apparence simple, aux cheveux grisonnants et au visage toujours calme, presque résigné. Il travaillait comme concierge, un poste que beaucoup auraient pu considérer comme insignifiant, mais que Friedrich accomplissait avec un dévouement incontestable. Depuis qu'il avait perdu sa femme, des années auparavant, il s'était entièrement consacré à son travail et à l'éducation de sa fille, Anna, maintenant une jeune étudiante universitaire. Friedrich ne se distinguait pas. Il arrivait tôt avant l'aube, pour s'assurer que les couloirs étaient propres et bien organisés avant le début de la journée de travail. Il connaissait chaque recoin de ce bâtiment, chaque détail des machines nécessitant un entretien et chaque demande spéciale des employés qui croisaient son chemin chaque jour. Pour beaucoup, Friedrich était une présence constante mais invisible, comme un élément du décor du bâtiment. Cependant, pour ceux qui prenaient la peine de connaître son histoire, Friedrich était un exemple de résilience et d'humilité. Dans les couloirs de l'entreprise, Friedrich saluait toujours les employés avec un sourire bienveillant. Il croyait que, malgré sa position modeste, il pouvait faire la différence dans la journée de quelqu'un simplement en étant courtois et serviable.
Son travail, bien que peu valorisé par beaucoup, était accompli avec un dévouement qui dépassait le devoir. Pour Friedrich, nettoyer les couloirs et maintenir l'environnement agréable n'était pas seulement une tâche, c'était une façon de contribuer au bien-être de ceux qui y travaillaient, même si cela n'était pas reconnu. Cependant, Friedrich était conscient du mépris silencieux qu'il recevait de certaines personnes, en particulier des cadres qui le voyaient comme une figure secondaire, sans importance. Il savait que pour beaucoup, il n'était que le vieux concierge, quelqu'un qui n'avait ni ambition ni compétence digne d'intérêt. Friedrich, néanmoins, ne se laissait pas abattre par ses pensées. Il trouvait sa force en sa fille, Anna, et dans le désir de lui offrir une vie meilleure. Anna était la raison de tous les efforts de Friedrich. Il travaillait de longues heures, souvent en faisant des heures supplémentaires pour s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin pour poursuivre ses études. Il était fier du fait que, malgré les difficultés financières, il ne manquait jamais de rien à la maison. Anna était son espoir, sa raison de continuer. Et il savait que tous ses sacrifices en valèrent la peine en voyant la lueur dans ses yeux quand elle parlait de ses rêves pour l'avenir. Lorsque Hans-Dieter arriva à la filiale, Friedrich était, comme d'habitude, en train d'accomplir ses tâches avec le même zèle qu'il avait toujours eu. Il ne s'attendait pas à ce que cette visite change sa vie de manière aussi drastique. Pour lui, Hans-Dieter n'était qu'un autre cadre arrogant qui passerait par là, peut-être en distribuant des ordres et des critiques, avant de retourner dans son luxueux bureau au sommet de quelque immeuble à Berlin. Friedrich était habitué à ce genre de situation et ne s'attendait à rien de différent. Cependant, Friedrich ne savait pas que ce jour serait marqué par l'une des humiliations les plus dures qu'il ait jamais subies dans toute sa vie. Et bien qu'il fût préparé à presque tout, ce qui allait se passer ensuite l'atteindrait d'une manière qu'il n'oublierait jamais. C'était une matinée typique dans la filiale de l'entreprise lorsque Hans-Dieter entra dans le bâtiment, suivi par un groupe de managers anxieux. La tension dans l'air était palpable, tous les employés s'efforçant d'impressionner le patron. Hans-Dieter, avec sa posture rigide et son regard perçant, examinait chaque détail de l'environnement avec dédain. Pour lui, le lieu n'était pas à la hauteur des normes qu'il considérait comme acceptables. Ses yeux critiques captaient chaque petite imperfection, et il n'hésitait pas à exprimer son mécontentement. Alors que Hans-Dieter parcourait les couloirs, il tomba sur Friedrich en train de nettoyer le sol près de l'entrée du bâtiment. Le concierge, comme d'habitude, était concentré sur son travail, essayant de s'assurer que tout soit impeccable. Cependant, pour Hans-Dieter, la présence de Friedrich là-bas était une insulte. En tant que propriétaire d'une entreprise aussi grande, il croyait que même le moindre détail devait être parfait. Et dans sa vision, Friedrich échouait lamentablement. Hans-Dieter s'arrêta brusquement devant Friedrich et avec une expression de mépris, le fixa du regard. Sans se soucier du fait que d'autres employés pouvaient entendre, il commença à réprimander Friedrich à haute voix. « Que se passe-t-il ici » vociféra Hans-Dieter, ses paroles coupantes comme des lames. « Ce sol est immonde. Vous êtes payé pour faire ce travail, mais clairement, vous ne le faites pas correctement. Comment espérez-vous que quelqu'un prenne cette entreprise au sérieux si même les bases ne sont pas faites correctement ?» Friedrich, pris par surprise, leva la tête et rencontra les yeux froids de Hans-Dieter. Il tenta de s'expliquer, disant qu'il était justement en train de terminer le nettoyage de cette zone, mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il fut brusquement interrompu. « Je ne veux pas entendre d'excuses », cria Hans-Dieter, sa voix résonnant dans les couloirs. « Les gens comme vous qui… » Les autres employés s'arrêtèrent dans ce qu'ils faisaient, choqués par la sévérité des paroles de Hans-Dieter. Friedrich, quant à lui, sentit son visage s'embraser de honte. Jamais auparavant il n'avait été traité de manière aussi humiliante en public. Mais malgré la douleur qu'il ressentait, il garda la tête baissée, déterminé à ne pas perdre son calme. Hans-Dieter, satisfait d'avoir remis Friedrich à sa place, se tourna vers les managers qui l'accompagnaient et continua son inspection comme si de rien n'était. Pour lui, ce n'était qu'un autre jour de travail, et l'humiliation de Friedrich était un petit prix à payer pour s'assurer que son entreprise fonctionne comme il croyait qu'elle devait le faire. Friedrich, cependant, resta immobile pendant un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les mots de Hans-Dieter résonnaient dans son esprit comme un marteau, chaque coup causant une nouvelle douleur. Il savait qu'il n'était pas un homme riche ou puissant, mais il avait toujours cru que sa dignité et son travail acharné avaient de la valeur. Maintenant,
Tout cela semblait lui avoir été arraché en l'espace de quelques minutes. Ses collègues, qui avaient été témoins de la scène, ressentaient une profonde tristesse et indignation pour lui. Ils savaient que Friedrich était un homme bon, qui faisait toujours de son mieux et qu'il ne méritait pas d'être traité de cette manière. Cependant, ils savaient aussi qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Hans-Dieter était intouchable, et toute tentative de défendre Friedrich pourrait entraîner des conséquences encore pires. Friedrich, déterminé à ne pas laisser Hans-Dieter le voir brisé, ramassa ses instruments de travail et continua à nettoyer, bien que ses mains tremblassent légèrement. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, il devait aller de l'avant, même si son cœur était lourd de douleur et d'humiliation. Tandis que Friedrich terminait son travail, Hans-Dieter poursuivait sa ronde, ignorant l'impact de ses paroles. Pour lui, cette journée n'était qu'une nouvelle démonstration de son autorité, une nouvelle preuve qu'il était un leader fort et décidé. Il n'avait aucune idée que ses actions ce jour-là auraient des conséquences qu'il ne pouvait même pas imaginer, et qu'un jour, le destin lui réserverait une leçon qui changerait sa vie à jamais. Après l'incident humiliant avec Hans-Dieter, la vie de Friedrich Bauer dans l'entreprise continua, mais avec une nouvelle ombre planant au-dessus de lui. Les paroles cruelles de Hans-Dieter résonnaient encore dans son esprit, et bien que Friedrich essaya de garder la tête haute, la douleur émotionnelle qu'il ressentait était difficile à ignorer. Cependant, il n'était pas complètement seul. Ses collègues, dont beaucoup avaient été témoins de l'humiliation, commencèrent à se rapprocher de lui d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ce jour-là, alors que Friedrich continuait à nettoyer les couloirs, l'un des assistants administratifs, Klaus, s'approcha de lui. Klaus était un jeune homme qui, malgré le début de sa carrière, comprenait déjà la dynamique de l'entreprise et l'impact que Hans-Dieter avait sur les employés. « Friedrich », dit Klaus, baissant la voix pour que personne d'autre n'entende, « j'ai vu ce qui s'est passé plus tôt. Je suis désolé que vous ayez dû passer par là. Ce n'était pas juste, en aucune manière. » Friedrich regarda Klaus, surpris et reconnaissant pour ses paroles. « Merci, Klaus », répondit-il, sa voix encore légèrement tremblante. « Ce n'était pas facile, mais, eh bien, cela fait partie du travail, je suppose. » Klaus secoua la tête en désaccord. « Non, Friedrich, personne ne devrait être traité de cette manière, surtout quelqu'un qui travaille aussi dur que vous. Nous savons tous combien vous vous dévouez à cette entreprise. Si quelqu'un mérite du respect ici, c'est bien vous. » Les paroles de Klaus réchauffèrent le cœur de Friedrich. Il ne s'attendait pas à recevoir ce genre de soutien, en particulier de la part de quelqu'un comme Klaus, qui, malgré sa jeunesse, avait un avenir prometteur dans l'entreprise. À partir de ce moment, Friedrich commença à réaliser que, malgré sa position modeste, il était valorisé par ceux qui comptaient vraiment. D'autres collègues commencèrent également à exprimer leur soutien de manière subtile, mais significative. Elke, la réceptionniste, se mit à laisser une tasse de café pour Friedrich chaque matin, un geste simple mais qui en disait plus que des mots. Elle souriait toujours et prenait soin de demander comment il allait, montrant que, malgré la froideur de l'environnement corporatif, il y avait encore de l'humanité parmi les travailleurs. Au déjeuner, Friedrich avait l'habitude de manger seul, mais après l'incident, il remarqua que certains collègues avaient commencé à s'asseoir avec lui, engageant la conversation sur divers sujets. Wolfgang, le responsable du stock, partageait souvent des histoires drôles sur sa famille, essayant de remonter le moral de Friedrich et de lui faire oublier, ne serait-ce qu'un moment, l'humiliation qu'il avait subie. Ces petites démonstrations de soutien ne passaient pas inaperçues pour Friedrich. Bien qu'il portât encore la douleur des paroles de Hans-Dieter, l'affection et le respect de ses collègues de travail commencèrent à lui donner un sentiment de moins grande solitude, de moins grande invisibilité. Il commença à réaliser que, malgré la position de pouvoir de Hans-Dieter, la vraie valeur d'une personne ne résidait pas dans son titre ou dans son compte en banque, mais dans la manière dont elle était traitée par ceux qui l'entouraient. Avec le temps, Friedrich commença à retrouver un peu de confiance. Il était toujours le même concierge dévoué, mais désormais, il y avait une nouvelle dignité dans son travail, motivé par le respect qu'il recevait de ses collègues. Il se rappelait des paroles de Klaus, qui résonnaient comme un mantra dans son esprit. « Si quelqu'un mérite du respect ici, c'est bien vous. » Il continuerait à faire son travail de la meilleure manière possible,
non pas parce qu'il espérait être reconnu par les supérieurs, mais parce qu'il savait qu'il était observé et respecté par ceux qui comptaient vraiment. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident humiliant avec Hans-Dieter, et la vie de Friedrich Bauer semblait être revenue à la normale. Il continuait son travail avec le même dévouement qu'il avait toujours eu, essayant au maximum de ne pas penser à ce qui s'était passé. Pourtant, une ombre d'incertitude planait sur lui, une sensation que quelque chose était sur le point de changer. Un jour, alors que Friedrich nettoyait l'une des salles de conférence, il fut appelé au bureau du directeur des ressources humaines, Herr Schuster. Cet appel, bien qu'apparemment routinier, fit accélérer le cœur de Friedrich. Il n'avait pas l'habitude d'être convoqué au bureau de Schuster, et le ton sérieux de la secrétaire qui lui avait donné le message ne fit qu'augmenter son anxiété. En arrivant au bureau, Friedrich fut accueilli par Herr Schuster, un homme d'âge moyen au visage grave. Schuster lui demanda de s'asseoir et sans détour alla droit au but. « Friedrich » commença Schuster évitant le contact visuel. « C'est avec grand regret que je dois vous informer que l'entreprise traverse une restructuration significative. En conséquence, nous devons procéder à certaines suppressions de postes, et malheureusement votre poste fait partie de ceux qui seront éliminés. » Les mots de Schuster tombèrent comme un coup de massue sur Friedrich. Il savait que l'entreprise traversait des défis, mais il n'avait jamais imaginé que lui, l'un des employés les plus anciens, serait renvoyé. Pendant un moment, il resta sans voix, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. « Est-ce » commença Friedrich, sa voix tremblante. « Je travaille ici depuis tant d'années. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Mais malheureusement, des décisions difficiles doivent être prises et... » Il hésita. « Votre poste a été jugé non essentiel pour les nouvelles orientations de l'entreprise. » Friedrich ressentit un mélange de tristesse, de choc et une profonde sensation d'impuissance. Il savait qu'il avait tout donné à cette entreprise, et être éliminé aussi facilement était un aperçu douloureux de la réalité du monde de l'entreprise. Pourtant, il savait aussi que Schuster ne faisait qu'obéir aux ordres, et que discuter ou implorer ne changerait rien. Avec une boule dans la gorge, Friedrich demanda les conditions de son licenciement. Schuster lui expliqua qu'il recevrait une indemnité standard et qu'il pourrait compter sur le soutien du département des ressources humaines pour rechercher de nouvelles opportunités. Mais Friedrich savait que, à son âge et avec ses qualifications limitées, trouver un autre emploi serait extrêmement difficile. En quittant le bureau de Schuster, Friedrich se sentit comme si un poids immense avait été placé sur ses épaules. Il marcha lentement jusqu'à la salle où il rangeait ses affaires, le cœur serré. Chaque pas qu'il faisait dans les couloirs semblait chargé de tristesse, comme si chaque détail de ce bâtiment, où il avait passé tant d'années, lui disait au revoir. Ses collègues, en apprenant la nouvelle, furent choqués et attristés. Klaus, Elke, Wolfgang et d'autres s'approchèrent de Friedrich, offrant des paroles de réconfort et promettant de rester en contact. Cependant, Friedrich savait que, une fois sorti de l'entreprise, il deviendrait un souvenir lointain pour beaucoup d'entre eux. La réalité cruelle était que, dans le monde de l'entreprise, la vie continuait, indépendamment de ceux qui restaient en arrière. Le dernier jour de travail, Friedrich rangea ses affaires en silence, essayant de ne pas se laisser abattre par la tristesse. Il savait qu'il devait être fort, pour lui-même et pour sa fille, Anna, qui dépendait de lui. Pourtant, la peur de l'avenir incertain était indéniable. Friedrich ne s'était jamais imaginé dans cette position, surtout après tant d'années de dévouement. Lorsqu'il franchit enfin la porte de l'entreprise pour la dernière fois, Friedrich ressentit un mélange de soulagement et de désespoir. Il jeta un dernier coup d'œil au bâtiment, un endroit qui, malgré toutes les difficultés, avait été son foyer professionnel pendant tant d'années. Maintenant, il était sur le point d'affronter un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre plein d'incertitudes, mais aussi d'opportunités de croissance et d'apprentissage. Il marcha lentement dans les rues de Berlin, avec un sac de ses affaires dans une main et le poids de l'incertitude dans l'autre. Alors que le monde autour de lui continuait son cours, Friedrich savait qu'il devait trouver un nouveau moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer à avancer, avec l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, il parviendrait à surmonter ce nouveau défi. Après avoir quitté l'entreprise où il avait travaillé pendant tant d'années, Friedrich Bauer se retrouva confronté à une réalité dure
et implacable. Berlin, une ville vibrante et pleine d'opportunités, était aussi impitoyable pour ceux qui, comme Friedrich, se retrouvaient sans emploi et avec peu de perspectives. Sa première préoccupation était sa fille, Anna, qui était encore à l'université et dépendait de son soutien financier. Avec la perte de son revenu, Friedrich savait qu'il devait trouver un moyen de maintenir la stabilité de sa famille. Dans les premiers jours qui suivirent son licenciement, Friedrich passa des heures à revoir son CV, essayant de le mettre à jour et de le rendre plus attractif pour d'éventuels employeurs. Il savait que son expérience en tant que concierge, bien que précieuse pour lui, ne suffirait pas à ouvrir des portes sur un marché du travail de plus en plus compétitif. Malgré cela, il ne se laissa pas abattre et commença à envoyer des CV pour toutes les offres qu'il trouvait, peu importe le poste ou le salaire proposé. Les semaines passèrent, et Friedrich ne reçut que quelques réponses. La plupart des entreprises considéraient son âge comme un obstacle, et son expérience était jugée insuffisante pour des postes plus qualifiés. Friedrich commença à sentir le poids du désespoir. Il passait ses journées à arpenter les rues de Berlin, visitant les entreprises en personne, remettant des CV et demandant s'il y avait des opportunités de travail. Mais, à chaque « non » qu'il recevait, son espoir diminuait un peu plus. Malgré tout, Friedrich refusait d'abandonner. Il savait qu'il devait conserver sa dignité et sa persévérance, même lorsque les choses semblaient impossibles. Il commença à faire de petits travaux informels pour gagner un peu d'argent. Jardinage, réparation dans des résidences, tout ce qui pouvait l'aider à payer les factures. Ces travaux étaient physiquement exigeants et mal payés, mais Friedrich était fier de pouvoir encore contribuer, même de manière modeste. À la maison, Anna commença à remarquer la tension chez son père. Elle savait qu'il traversait une période difficile, mais Friedrich faisait tout son possible pour cacher ses préoccupations. Il ne voulait pas que sa fille, qui avait déjà ses propres pressions avec ses études, s'inquiète davantage. Cependant, Anna était perspicace, et les changements dans le comportement de son père ne passèrent pas inaperçus. « Papa, » dit Anna un soir, alors qu'ils dînaient ensemble en silence, « tu sembles si fatigué ces derniers temps. Est-ce que tout va bien au travail ?» Friedrich hésita un moment, réfléchissant à la manière de répondre. Il savait que mentir à Anna n'était pas une option, mais il ne voulait pas non plus la surcharger de ses problèmes. Finalement, il décida de dire la vérité, mais de manière douce. « Je ne travaille plus pour l'entreprise, Anna, » dit Friedrich, essayant de garder une voix calme. « Il y a eu des changements et... Eh bien, ils ont dû réduire certains postes. Mais ne t'inquiète pas, je trouve des petits boulots ici et là. On va s'en sortir. » Anna resta silencieuse un moment, essayant de comprendre l'information. Elle savait combien le travail comptait pour son père et combien il se donnait pour subvenir à ses besoins. Se sentant impuissante, elle s'approcha de lui et lui prit la main. « Nous allons surmonter cela, papa. Ensemble. Je vais trouver un stage pour aider avec les dépenses. Et, qui sait, peut-être que nous pourrons trouver quelque chose de mieux pour toi. » Friedrich sourit, ressentant un mélange de fierté et de tristesse. Il savait qu'Anna essayait d'être forte pour lui, et cela lui donnait la force de continuer à se battre. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour l'avenir. Chaque jour qui passait, les économies de la famille diminuaient, et la pression pour trouver une solution s'intensifiait. Les mois passèrent, et Friedrich continua sa recherche incessante d'un emploi stable. Il affrontait chaque jour avec une résilience inébranlable, même lorsque tout semblait aller contre lui. Il savait que la vie n'était pas facile, mais il croyait aussi que, s'il continuait à se battre, une opportunité se présenterait. Et d'ici là, il ferait ce qui était nécessaire pour s'assurer qu'Anna puisse continuer ses études et poursuivre ses rêves. Malgré les difficultés, Friedrich gardait la foi. Il se rappelait les paroles de sa femme, décédée des années auparavant. « N'abandonne jamais, Friedrich. Le soleil revient toujours après la nuit la plus sombre. » Ces paroles étaient son guide, sa lumière dans l'obscurité. Et tant qu'il aurait de la force, il continuerait à se battre, croyant que, d'une manière ou d'une autre, la vie lui donnerait une nouvelle chance. Friedrich savait que ce combat n'était pas seulement pour lui, mais pour Anna, pour la mémoire de sa femme et pour tout ce qu'il représentait en tant qu'homme.
Il affronterait chaque défi avec courage et dignité, peu importe à quel point les choses devenaient difficiles. Après tout, la vie était une bataille constante et Friedrich était déterminé à en sortir victorieux, aussi difficile soit le chemin. Pendant que Friedrich luttait pour survivre après son licenciement, Hans-Dieter Müller poursuivait sa carrière avec la même arrogance et la même impitoyabilité que toujours. Dans les premières années qui suivirent le départ de Friedrich, Hans-Dieter connut une série de succès qui ne firent que gonfler encore plus son ego. Il était au sommet de sa carrière et ses affaires semblaient inébranlables. Il avait étendu ses opérations à de nouveaux marchés internationaux et diversifié les investissements de l'entreprise dans plusieurs industries, de la technologie au secteur immobilier. Hans-Dieter était célébré en couverture de magazines économiques, participait à des événements exclusifs et était constamment sollicité par des investisseurs qui voulaient une part de son empire. Aux yeux du monde, il était l'exemple parfait d'un magnate qui avait tout conquis grâce à son intelligence, son ambition et sa détermination. Cependant, cette image publique masquait un côté sombre de sa personnalité et de sa gestion. En interne, la culture d'entreprise au sein des entreprises de Hans-Dieter était toxique et oppressante. La peur était le principal outil de gestion, et les employés vivaient dans un état d'alerte constant, craignant de commettre la moindre erreur qui pourrait attirer la colère de Hans-Dieter. Il croyait que cet environnement de haute pression était nécessaire pour maintenir l'efficacité et la productivité à leur niveau maximum. Pour lui, l'empathie était un luxe qui ne pouvait être permis dans le monde des affaires. Cette philosophie commença à montrer ses failles lorsque les premiers signes d'épuisement apparurent. Le taux de rotation du personnel augmenta significativement et les licenciements massifs devinrent fréquents, car Hans-Dieter exigeait rien de moins que la perfection. Les personnes qui travaillaient directement avec lui étaient constamment stressées et les erreurs ne tardèrent pas à s'accumuler. Avec le temps, cette pression interne commença à affecter les performances globales de l'entreprise. Hans-Dieter, cependant, était aveuglé par son excès de confiance. Il croyait que tout problème pouvait être résolu avec plus de contrôle et des décisions encore plus drastiques. Il commença à réduire les coûts de manière agressive, licenciant des employés expérimentés et les remplaçant par une main-d'œuvre moins chère, sans considérer l'impact à long terme. La qualité des produits et services commença à chuter, mais Hans-Dieter ignorait les critiques, convaincu que les chiffres de vente continueraient à jouer en sa faveur. Parallèlement, il s'engagea dans des négociations risquées et des investissements spéculatifs, croyant qu'il avait le toucher de Midas et que tout ce qu'il touchait se transformerait en or. Ces décisions, cependant, commencèrent à poser des problèmes financiers auxquels Hans-Dieter n'était pas préparé à faire face. Il croyait pouvoir renverser n'importe quelle situation avec plus d'investissement et d'acquisition, mais en réalité, il construisait un château de cartes sur le point de s'effondrer. En quelques années à peine, l'empire de Hans-Dieter commença à s'effondrer. Plusieurs de ses projets les plus ambitieux échouèrent, et les dettes commencèrent à s'accumuler. Les investisseurs, auparavant désireux de participer à ces entreprises, commencèrent à s'éloigner, réalisant que l'éclat de Hans-Dieter était en train de s'éteindre. Les actions de ces entreprises chutèrent, et il fut contraint de vendre des actifs pour couvrir les pertes. Hans-Dieter, dans un effort désespéré pour sauver sa réputation et ses entreprises, commença à faire des coupes encore plus profondes, ce qui ne fit qu'accélérer le déclin. Il passa d'un génie des affaires à quelqu'un qui avait perdu le contrôle et était en train de détruire ce qu'il avait construit. Son arrogance, autrefois perçue comme de la confiance, était maintenant vue comme la cause de sa chute. Les amis et alliés qui l'entouraient auparavant commencèrent à s'éloigner, et Hans-Dieter se retrouva de plus en plus isolé. Il passait des heures dans son bureau, essayant de trouver une issue, mais plus il essayait, plus il s'enfonçait dans ses propres décisions erronées. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son approche impitoyable au fil des ans avait non seulement détruit ses entreprises, mais aussi éloigné les personnes qui auraient pu lui offrir du soutien et des conseils. Finalement, la situation devint intenable. Hans-Dieter fut contraint de déclarer la faillite de plusieurs de ses entreprises, et son empire commença à s'effondrer sous ses yeux. Les manchettes qui le glorifiaient autrefois annonçaient maintenant sa chute avec une certaine dose de sarcasme. Il était passé de magnate à paria du monde des affaires en un temps étonnamment court. Ce que Hans-Dieter ignorait cependant,
c'est que le destin lui réservait encore une leçon plus profonde et plus personnelle. Sa chute financière et professionnelle n'était que le début d'une série d'événements qui le conduiraient à remettre en question tout ce en quoi il croyait. L'effondrement financier de Hans-Dieter Müller fut comme une avalanche qui commença lentement, mais qui gagna rapidement en force et détruisit tout sur son passage. Au départ, il croyait pouvoir contrôler la situation. Il tenta de vendre certaines de ses propriétés les plus précieuses, comme sa luxueuse maison de campagne et son penthouse à Berlin, pour lever des fonds et sauver ce qui restait de ses entreprises. Cependant, le marché avait changé, et les acheteurs qui auparavant se seraient abattus pour ses biens offraient désormais beaucoup moins que ce qu'il espérait. La vente de ses actifs ne fit que retarder l'inévitable. À mesure que les dettes s'accumulaient, Hans-Dieter se retrouva sous la pression de prendre des décisions de plus en plus désespérées. Il commença à vendre ses parts dans des entreprises qui avaient été des piliers de son empire, souvent à des prix de liquidation, simplement pour couvrir les obligations financières les plus urgentes. Chaque vente était comme un coup porté à lui-même, mais il croyait que s'il parvenait à sauver au moins une partie de ses affaires, il pourrait tout reconstruire. Cependant, la situation s'aggrava lorsque plusieurs des banques avec lesquelles il avait des prêts décidèrent de rappeler leurs dettes. Hans-Dieter se retrouva pris dans une spirale de faillite en chaîne. À mesure qu'il vendait une entreprise pour payer une dette, de nouvelles dettes surgissaient et il se voyait obligé de vendre encore plus. En peu de temps, ce qui restait de son empire ne suffisait plus à être soutenu. La presse, qui autrefois le glorifiait, publiait maintenant des histoires sur sa chute avec un ton presque jubilatoire. Les journaux et magazines économiques exploraient chaque détail de ses mauvaises décisions, et il devint un exemple de mise en garde pour d'autres entrepreneurs. Le nom de Hans-Dieter Müller devint synonyme de fierté démesurée et d'une chute monumentale. Même ceux qui l'admiraient auparavant commencèrent à se distancer, craignant que toute association avec lui ne nuise à leur propre réputation. Hans-Dieter, qui s'était toujours cru invincible, commença à ressentir le poids de sa faillite émotionnelle et mentale. Il n'arrivait plus à dormir la nuit, tourmenté par des pensées de perte et d'échec. Les images de ses succès passés et de ses luxes s'effaçaient de son esprit, remplacées par une réalité sombre et inévitable. Il était sur le point de tout perdre, non seulement son argent et ses entreprises, mais aussi son identité. Un jour particulièrement difficile, Hans-Dieter reçut un appel téléphonique qui fut le coup décisif. C'était son avocat qui l'informait qu'il faisait l'objet de poursuites judiciaires de la part de plusieurs anciens employés et partenaires d'affaires pour mauvaise gestion et fraude. Ils alléguaient que Hans-Dieter avait pris des décisions financières qui le favorisaient lui-même, tout en nuisant à ses investisseurs et collaborateurs. Les preuves contre lui étaient solides, et l'affaire semblait avoir un fort potentiel pour ruiner ce qui restait de sa réputation. Hans-Dieter fut atterré. Il savait que les allégations n'étaient pas totalement infondées. Pendant ses années de gloire, il avait effectivement pris des décisions qui favorisaient ses propres intérêts au détriment des autres. Mais il n'avait jamais imaginé que ses actions reviendraient à le hanter de manière aussi dévastatrice. L'idée qu'il était sur le point de faire face à un scandale public, en plus de perdre tout ce qu'il possédait, fut le coup de grâce à son esprit déjà brisé. Sans alternative, Hans-Dieter fut contraint de chercher de l'aide juridique. Il engagea les meilleurs avocats qu'il pouvait encore se permettre, mais il savait que sa défense serait difficile. Les personnes qu'il accusait étaient celles qu'il avait lésées, et contrairement à avant, quand il pouvait simplement ignorer ou écraser ses ennemis, il n'avait plus ni le pouvoir ni les ressources pour se défendre efficacement. La pression s'intensifia et Hans-Dieter commença à réaliser qu'il était sur le point de perdre non seulement ses entreprises, mais aussi sa liberté. Les accusations portées contre lui incluaient la fraude financière, et il y avait une réelle possibilité qu'il puisse être condamné et emprisonné. L'idée de perdre sa liberté était quelque chose qu'il n'avait jamais sérieusement envisagé auparavant, et maintenant cette possibilité planait sur lui comme un nuage noir. Au milieu de tout cela, Hans-Dieter commença à remettre en question la validité de ses croyances. Il avait toujours cru que le pouvoir et l'argent étaient les objectifs les plus élevés de la vie, qu'ils étaient la véritable mesure de la valeur d'une personne. Mais maintenant, avec tout s'effondrant autour de lui, il commença à se demander si tout cela valait vraiment la peine. Il n'avait pas d'amis véritables. Sa famille était distante,
et toutes ses réalisations semblaient maintenant vides de sens. Hans-Dieter était un homme brisé, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la leçon la plus importante de sa vie était encore à venir. Il était sur le point de découvrir que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède. Une nouvelle étape de son existence allait commencer. Une étape où il serait forcé de réévaluer tout ce en quoi il avait cru jusque-là. Après la dévastatrice série d'événements qui avaient pratiquement détruit sa vie, Hans-Dieter Müller commença à vivre en réclusion, évitant tout contact avec le monde extérieur. Il quitta son luxueux manoir à Berlin et s'installa dans un petit appartement loué en périphérie de la ville. La chute d'un magnate, qui dominait autrefois le paysage des affaires berlinoises, était désormais un exemple de mise en garde dans les réunions d'affaires et les conférences. Hans-Dieter, qui autrefois vivait entouré de luxe et d'influence, faisait maintenant face à un isolement volontaire, incapable de gérer la honte et le regret qu'il ressentait. Il avait perdu presque tout, ses entreprises, sa réputation et, plus douloureusement, son identité. C'était comme si toute sa vie avait été dépouillée de tout sens, ne lui laissant que les fragments d'une existence qu'il croyait autrefois inébranlable. Un jour, Hans-Dieter, désespéré de s'échapper des murs de son appartement étouffant, décida de faire une promenade dans les rues de Berlin, quelque chose qu'il faisait rarement ces dernières années. Il choisit de marcher dans des quartiers moins fréquentés, loin du centre-ville où il pourrait être reconnu. Les mains dans les poches de son manteau, il marchait lentement, plongé dans des pensées sombres sur la façon dont sa vie avait changé de manière aussi drastique. Alors qu'il marchait, Hans-Dieter remarqua un petit café dans un coin tranquille. L'endroit était modeste, avec des tables en bois simple et une décoration chaleureuse qui contrastait fortement avec les restaurants et clubs exclusifs qu'il fréquentait autrefois. Sentant le besoin de faire une pause, il entra dans le café et commanda un café noir, s'asseyant à une table près de la fenêtre où il pouvait observer les passants à l'extérieur. Alors qu'il buvait son café, perdu dans ses pensées, quelque chose d'inhabituel se produisit. La porte du café s'ouvrit et un homme d'âge moyen entra. Hans-Dieter leva les yeux brièvement et se figea en reconnaissant l'homme. C'était Friedrich Bauer, le concierge qu'il avait humilié des années auparavant, le même homme qu'il avait licencié sans réfléchir, à l'époque où son empire était encore en plein essor. Friedrich, cependant, semblait différent. Il était habillé de manière simple, mais il y avait une sérénité dans sa posture, un calme qui contrastait avec l'anxiété et la peur que Hans-Dieter s'attendait à voir chez quelqu'un qui avait subi autant de difficultés. Friedrich n'avait pas remarqué Hans-Dieter immédiatement, et il semblait à l'aise, comme si ce petit café était un refuge régulier pour lui. Hans-Dieter ressentit une vague de honte et de culpabilité envahir son corps. Il tenta de se cacher derrière sa tasse de café, espérant que Friedrich ne le verrait pas, mais il était déjà trop tard. Friedrich, en regardant autour du café, aperçut Hans-Dieter. Leurs regards se croisèrent pendant un bref instant, puis Friedrich se dirigea vers sa table. « Monsieur Müller ?» dit Friedrich d'un ton surpris, mais sans aucune trace d'amertume ou d'hostilité. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Hans-Dieter resta sans voix pendant un moment. Il n'avait jamais imaginé qu'il reverrait Friedrich, et certainement pas dans ces circonstances. Essayant de se ressaisir, il répondit, la voix légèrement tremblante. Les deux hommes restèrent silencieux pendant quelques instants, chacun perdu dans ses propres pensées. Hans-Dieter, se sentant de plus en plus mal à l'aise, finit par briser le silence. « Je regrette profondément ce qui s'est passé dans le passé, Friedrich, » dit-il, ses paroles hésitantes mais sincères. « J'étais arrogant et cruel et il n'y a aucune excuse pour cela. » Friedrich regarda Hans-Dieter pendant un long moment avant de répondre, sa voix calme et sans rancune. « Monsieur Müller, j'ai accepté ce qui s'est passé il y a longtemps. En fait, ça a été une période difficile pour moi et ma fille, mais les choses se sont améliorées. J'ai appris à valoriser ce qui compte vraiment et, eh bien, la vie a continué. » Hans-Dieter ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité en entendant ces paroles. Il ne s'attendait pas à ce que Friedrich soit aussi compréhensif, surtout après tout ce qu'il avait traversé à cause de lui. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Friedrich parlait, une légèreté et une acceptation qui contrastaient fortement avec le poids que Hans-Dieter portait. « Je ne sais pas comment vous remercier pour votre compréhension, Friedrich, » dit Hans-Dieter,
sa voix tremblante d'émotion. « J'ai fait des choses terribles, et vous voir ici, après tout, je ne sais pas quoi dire. » Friedrich sourit simplement, un sourire tranquille qui semblait porter des années d'expérience et de sagesse. Il raconta à Hans-Dieter comment, après son licenciement, il avait réussi à se relever malgré les difficultés. Il expliqua qu'il avait trouvé du travail dans une petite entreprise locale, où il était traité avec respect et dignité, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté sous la supervision de Hans-Dieter. Hans-Dieter écouta attentivement, sentant une douleur croissante dans sa poitrine. Il réalisa que tandis qu'il était tombé du sommet, Friedrich, malgré toutes les adversités, avait trouvé un moyen de vivre avec dignité et paix. L'ironie de la situation n'échappa pas à Hans-Dieter, qui commença à réfléchir à la manière dont ses actions et ses attitudes avaient non seulement détruit sa propre vie, mais aussi affecté la vie de personnes comme Friedrich. La rencontre au café se termina de manière inattendue. Au lieu de ressentiment ou d'amertume, Friedrich offrit à Hans-Dieter une leçon d'humilité et de pardon qu'il n'oublierait jamais. Les deux hommes se dirent au revoir, mais Hans-Dieter savait que cette rencontre n'était pas la fin, mais le début d'une transformation profonde qu'il devrait affronter. La rencontre avec Friedrich laissa Hans-Dieter Müller profondément ébranlé. De retour dans son petit appartement ce soir-là, il se sentit confronté à une avalanche d'émotions qu'il avait essayé de réprimer pendant toute la période de sa chute. Pour la première fois depuis des années, Hans-Dieter commença à réfléchir profondément à ses choix, à ses attitudes, et surtout, à l'impact que ces attitudes avaient eu sur les autres. Assis dans un fauteuil usé, Hans-Dieter regardait dans le vide perdu dans ses pensées. Il se souvenait de la manière dont il était monté au sommet du monde des affaires, avec une conviction inébranlable que le pouvoir, l'argent et le succès étaient les seules choses qui comptaient vraiment. Il avait négligé les gens autour de lui, les traitant comme de simples ressources pour atteindre ses objectifs. Et maintenant, tout ce qu'il avait construit était en ruine, et il était seul, entouré des fantômes de ses décisions passées. Le remords commença à s'installer, lentement mais douloureusement. Hans-Dieter réalisa que son arrogance et son manque d'empathie n'avaient pas seulement détruit ses entreprises, mais aussi éloigné les personnes qui auraient pu être ses alliés, ses amis, sa famille. Il se souvenait de la manière dont il avait méprisé Friedrich, un homme qui, malgré sa position humble, possédait une dignité et une force intérieure qu'il n'avait jamais eue lui-même. Et maintenant, en voyant Friedrich se relever tandis qu'il s'effondrait, Hans-Dieter se sentait petit, impuissant et surtout coupable. Les paroles de Friedrich résonnaient dans son esprit. « J'ai appris à valoriser ce qui compte vraiment. » Qu'est-ce qui comptait vraiment? Hans-Dieter se posa cette question à plusieurs reprises, essayant de trouver un sens à tout ce qui s'était passé. Il savait qu'il devait commencer à reconstruire sa vie d'une manière ou d'une autre, mais la question était « comment ?» Dans les jours qui suivirent, Hans-Dieter plongea encore plus profondément dans son introspection. Il passa des heures à arpenter les rues de Berlin, évitant les endroits qu'il fréquentait auparavant, cherchant l'anonymat dans les foules. Il commença à observer les gens autour de lui d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant, réalisant que chacun d'eux portait ses propres luttes, ses propres défis. Pour la première fois, il commença à voir au-delà de lui-même. Au cours de l'une de ses promenades, Hans D., poussé par un besoin de paix, il entra dans l'église et s'assit sur l'un des bancs en bois, observant les vitraux colorés qui projetaient des ombres douces à l'intérieur. Il n'était pas un homme religieux, mais en ce moment, il ressentait un besoin urgent de réfléchir et de chercher une sorte de rédemption. Hans-Dieter passa des heures dans l'église, méditant sur sa vie et les choix qu'il avait faits. Il commença à réaliser que sa quête incessante de pouvoir et de richesse l'avait aveuglé à ce qui comptait vraiment dans la vie, les connexions humaines, le respect mutuel, la compassion. Il comprit que son arrogance avait été sa plus grande faiblesse, l'amenant à sa ruine. Le remords qu'il ressentait était profond et douloureux, mais en même temps, il y avait un mince fil d'espoir. Hans-Dieter comprit qu'il devait d'abord se pardonner pour ses erreurs passées, avant de pouvoir vraiment aller de l'avant. Il se promit de changer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toutes les personnes qu'il avait blessées au cours de sa carrière. Cette nuit-là, de retour chez lui, Hans-Dieter se mit à écrire des lettres de pardon, des lettres qu'il n'envoya jamais,
mais qui l'aidèrent à se libérer de la culpabilité qui l'oppressait. Il écrivit à Friedrich, exprimant à quel point il était désolé pour la manière dont il l'avait traité, reconnaissant enfin la valeur de l'homme qu'il avait un jour méprisé. Il écrivit à ses anciens employés, admettant ses erreurs et espérant qu'ils puissent trouver en eux-mêmes la force de lui pardonner. Ces lettres étaient un premier pas vers la guérison, un moyen pour Hans-Dieter de faire face à son passé et de commencer à le surmonter. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à devenir une meilleure personne, quelqu'un dont il pourrait être fier, non pas pour ses succès matériels, mais pour sa capacité à aimer et à respecter les autres. Hans-Dieter commença également à envisager de faire du bénévolat, de consacrer son temps à des causes qui lui permettraient de redonner à la société. Il ne savait pas encore comment ni où il pourrait aider, mais il savait qu'il devait faire quelque chose pour corriger ses erreurs et montrer qu'il avait vraiment changé. Avec cette nouvelle résolution, Hans-Dieter se mit en quête de son nouveau chemin dans la vie, un chemin qui serait marqué par la rédemption, l'humilité et, espérait-il, la paix intérieure qu'il cherchait depuis si longtemps. À mesure que Hans-Dieter continuait à avancer sur le chemin de l'autodécouverte et du changement personnel, son amitié avec Friedrich Bauer se renforçait encore davantage. Cette relation, qui avait commencé de manière tumultueuse et inattendue, s'épanouit en quelque chose que les deux hommes appréciaient immensément. Pour Hans-Dieter, Friedrich était devenu plus qu'un ami. Il était un mentor, un guide dans sa quête de devenir une meilleure personne. Pour Friedrich, Hans-Dieter représentait la preuve que les gens sont capables de changer et que la bonté et la compassion peuvent transformer même les cœurs les plus endurcis. Avec le temps, Hans-Dieter et Friedrich commencèrent à partager non seulement leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. Ils se réunissaient régulièrement en dehors du travail, souvent accompagnés de leurs familles respectives. Ces rencontres étaient des moments de détente et de joie, mais aussi de réflexion profonde sur la vie, les difficultés qu'ils avaient traversées et les leçons qu'ils avaient apprises en cours de route. Lors d'une de ces rencontres, organisée un après-midi d'automne, Hans-Dieter invita Friedrich et sa fille, Anna, à déjeuner chez lui. Hans-Dieter avait récemment déménagé dans une maison plus modeste mais confortable, où il se sentait en paix. Le déjeuner fut préparé par Hans-Dieter, qui avait découvert une nouvelle passion pour la cuisine dans le cadre de son processus de changement de vie. Il voulait créer une atmosphère accueillante et familiale pour Friedrich et Anna, afin qu'ils se sentent vraiment chez eux. Pendant le déjeuner, alors qu'ils discutèrent de tout, des affaires aux souvenirs d'enfance, Hans-Dieter remarqua combien Anna avait grandi et était devenue une jeune femme confiante et déterminée. Il se souvint de la manière dont Friedrich avait parlé des défis qu'ils avaient affrontés lorsque Friedrich avait perdu son emploi et de la manière dont Anna avait été une source de force pour son père pendant ces moments difficiles. Voir Anna maintenant sur le point de terminer ses études et avec un avenir prometteur devant elle, emplit Hans-Dieter d'un sentiment de fierté, comme s'il avait également joué un petit rôle dans ce parcours. Après le déjeuner, alors qu'Anna et les enfants de Hans-Dieter se promenaient dans le jardin, Hans-Dieter et Friedrich s'assirent sur la véranda, avec vue sur les arbres dont les feuilles commençaient déjà à changer de couleur. L'atmosphère était sereine, et les deux hommes étaient plongés dans une réflexion tranquille. « Friedrich », commença Hans-Dieter en regardant les feuilles tomber lentement des arbres, « je n'aurais jamais imaginé être ici, en ce moment, avec toi, à parler de nos vies et de tout ce que nous avons traversé. Parfois, on dirait que c'était dans une autre vie. » Friedrich sourit, acquiesçant. « La vie a des façons curieuses de nous surprendre, Hans-Dieter. Je crois que tout ce que nous avons traversé nous a amenés exactement là où nous devions être. Et, franchement, je suis reconnaissant pour tout, même pour les défis. Ils nous ont façonnés, nous ont rendus ce que nous sommes aujourd'hui. » Hans-Dieter réfléchit à ces paroles pendant un moment avant de poursuivre. « Tu sais, Friedrich, il fut un temps où je croyais que le succès se mesurait uniquement à ce que je pouvais accumuler. De l'argent, du pouvoir, de l'influence. Mais maintenant, je vois que le véritable succès réside dans les personnes que nous choisissons d'avoir à nos côtés, dans les liens que nous construisons et dans le bien que nous faisons pour les autres. » Friedrich acquiesça de nouveau, d'un regard pensif. « Je suis entièrement d'accord. Les connexions humaines sont ce qui compte vraiment. Ce que nous laissons derrière nous, ce ne sont pas les biens matériels, mais l'impact que nous avons eu sur la vie des autres.
Cette conversation marqua un tournant dans l'amitié entre Hans-Dieter et Friedrich. Ils réalisèrent que, plus que des partenaires commerciaux, ils étaient de véritables amis, liés par une expérience commune de perte, de rédemption et de croissance. Et cette amitié, ils le savaient, était quelque chose qui continuerait de s'épanouir, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Avec le temps, Hans-Dieter en vint à voir Friedrich presque comme un frère, quelqu'un sur qui il pouvait compter en toutes circonstances. Ils partageaient les hauts et les bas de la vie, célébrant les victoires et se soutenant dans les défaites. Le respect mutuel qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était évident pour tous ceux qui les entouraient, et beaucoup d'employés de l'entreprise les voyaient comme un exemple de leadership collaboratif et inspirant. Cette amitié influença également la manière dont l'entreprise continuait de croître. Le partenariat entre Hans-Dieter et Friedrich se reflétait dans la culture d'entreprise, où les valeurs de respect, de transparence et de compassion étaient fondamentales. L'entreprise, maintenant plus prospère que jamais, devint un modèle de réussite dans le monde des affaires, montrant comment le succès peut être atteint sans sacrifier les principes éthiques et humains. Hans-Dieter et Friedrich commencèrent également à explorer de nouveaux projets ensemble, au-delà de l'entreprise. Ils s'impliquèrent dans plusieurs initiatives philanthropiques, investissant dans des causes qui leur tenaient à cœur. L'une de ces causes fut la création d'une fondation pour soutenir les jeunes entrepreneurs issus de communautés défavorisées, une cause pour laquelle Hans-Dieter se passionnait particulièrement. Il voyait cette fondation comme un moyen de rendre à la société, d'aider ceux qui, comme lui un jour, avaient besoin d'une seconde chance. Ces activités philanthropiques renforcèrent encore l'amitié entre Hans-Dieter et Friedrich. Ils commencèrent à voir leur travail non seulement comme un moyen de gagner leur vie, mais comme une manière de laisser un héritage positif dans le monde. Et cet héritage, ils le savaient, serait la preuve que les gens peuvent changer, que la compassion et la bonté peuvent transformer même les situations les plus difficiles. Hans-Dieter en particulier ressentait une profonde gratitude pour tout ce qui s'était passé. Il savait que, sans Friedrich, il n'aurait jamais trouvé ce nouveau chemin dans la vie. Et pour cela, il était déterminé à continuer de soutenir Friedrich dans tout ce dont il avait besoin, s'assurant que leur amitié reste forte et significative. La décision de Friedrich d'accepter l'offre de Hans-Dieter ouvrit la porte à. Avec le début de cette nouvelle phase, Hans-Dieter commença à passer plus de temps dans la petite entreprise où Friedrich travaillait. Au début, sa présence créa un certain malaise parmi les employés. Beaucoup d'entre eux connaissaient la réputation de Hans-Dieter et étaient méfiants à l'idée d'avoir quelqu'un avec son passé si proche. Cependant, au fil du temps, l'attitude de Hans-Dieter commença à dissoudre ces barrières. Hans-Dieter n'arriva pas en imposant ses idées ou en essayant de prendre le contrôle, comme il le faisait à l'époque de sa gloire. Au lieu de cela, il se rapprocha de chaque employé, apprenant leurs noms, leurs fonctions et surtout leurs histoires. Il consacrait du temps à écouter leurs préoccupations et à comprendre les défis qu'ils rencontraient, tant dans leur travail que dans leur vie personnelle. Cette attitude humble et ouverte était quelque chose de complètement nouveau pour lui, et aussi pour ceux qui l'entouraient. Friedrich, qui observait ce processus de près, ressentait un mélange de fierté et de satisfaction. Il voyait en Hans-Dieter non seulement un homme repentant, mais quelqu'un qui voulait vraiment faire la différence. Pour Friedrich, la véritable richesse résidait dans les connexions que nous créons et dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Et voir Hans-Dieter commencer à comprendre cela était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé possible. Les deux hommes commencèrent à développer une amitié qui dépassait le cadre professionnel. Friedrich et Hans-Dieter passaient des heures à discuter de la vie, des choix qu'ils avaient faits et de la manière dont ils pouvaient utiliser leurs expériences pour aider les autres. Hans-Dieter, qui autrefois voyait le monde de manière strictement compétitive, commença à entrevoir la valeur de la coopération et de la compassion. Hans-Dieter, à plusieurs reprises, exprima sa gratitude envers Friedrich pour lui avoir donné cette seconde chance. Il savait que beaucoup de gens, à la place de Friedrich, l'auraient simplement rejeté ou traité avec méfiance. Mais Friedrich ne l'avait pas seulement accepté, il lui avait aussi enseigné l'importance du pardon et de l'humilité. Cette leçon était quelque chose que Hans-Dieter emporterait avec lui pour le reste de sa vie. Avec le temps, Hans-Dieter commença à contribuer de manière significative à la croissance de l'entreprise. Il apporta de nouvelles idées et stratégies,
mais toujours avec un accent humain, quelque chose qu'il n'avait jamais priorisé auparavant. L'entreprise commença à prospérer, non seulement financièrement, mais aussi en tant qu'environnement de travail où les gens se sentaient valorisés et respectés. Cette nouvelle approche attira l'attention de l'extérieur, et l'entreprise commença à gagner une réputation positive dans la communauté locale. Les clients remarquaient la différence dans le service et dans la qualité des produits, et cela se reflétait par une augmentation des ventes et de la satisfaction générale. Hans-Dieter, cependant, n'attribuait pas ce succès à lui-même. Il savait que la véritable force de l'entreprise résidait dans les personnes qui y travaillaient, et surtout en Friedrich, qui était l'âme et le cœur de cet endroit. Un jour de printemps, après une réunion réussie avec de nouveaux partenaires commerciaux, Hans-Dieter et Friedrich décidèrent de marcher jusqu'à un parc voisin. Le temps était agréable, et les fleurs qui commençaient à éclore semblaient symboliser la renaissance qu'ils vivaient tous les deux dans leur vie. « Friedrich !» dit Hans-Dieter en s'asseyant sur un banc en bois avec vue sur un lac tranquille. « Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, dans cet endroit, avec toi, discutant non seulement des affaires, mais de la vie d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Je te dois cela. » Friedrich sourit, observant la sérénité du lac. « Je crois que nous avons tous la capacité de changer, Hans-Dieter. Parfois, nous devons affronter nos propres tempêtes pour trouver le calme en nous. L'important, c'est que tu as trouvé ton chemin et que tu as décidé d'en faire quelque chose de positif. » Hans-Dieter réfléchit à ces paroles, ressentant une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se rendit compte que l'amitié qu'il avait construite avec Friedrich était l'une des choses les plus précieuses qu'il possédait, quelque chose que ni l'argent ni le pouvoir ne pourraient jamais acheter. Il s'engagea à continuer à être un ami et un partenaire loyal, cherchant toujours à rendre ce qu'il avait reçu. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, baignant le parc d'une lumière dorée, Hans-Dieter et Friedrich continuèrent à discuter de l'avenir. Ils avaient des projets d'expansion de l'entreprise, mais toujours en gardant à l'esprit les valeurs qu'ils avaient apprises ensemble. Respect, humilité et l'importance des connexions humaines. Cette amitié, forgée au milieu de l'adversité, devint une base solide pour tout ce qu'ils allaient entreprendre par la suite. Hans-Dieter n'était plus l'homme arrogant qui avait un jour méprisé Friedrich. Maintenant, il était quelqu'un qui avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Un sens qui était intrinsèquement lié à l'amitié et au respect qu'il avait trouvé en Friedrich. Après son épiphanie à l'église, Hans-Dieter Müller ressentit un désir irrésistible de tenter de corriger certaines des erreurs qu'il avait commises dans le passé. Il savait qu'il ne pouvait pas changer ce qui avait été fait, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il trouver une certaine rédemption en cherchant le pardon des personnes qu'il avait blessées. Et parmi toutes ces personnes, Friedrich Bauer était le nom qui revenait le plus souvent à l'esprit de Hans-Dieter. Au cours des jours qui suivirent cette visite à l'église, Hans-Dieter réfléchit profondément à la manière dont il pourrait approcher Friedrich et demander pardon. Il savait que ce ne serait pas facile. Après tout, il ne s'agissait pas seulement de présenter des excuses, il devait montrer que son remords était sincère, qu'il avait changé. Mais comment pourrait-il faire cela? Comment pourrait-il prouver à Friedrich qu'il n'était plus l'homme arrogant et insensible qu'il avait un jour humilié? Hans-Dieter décida que le premier pas serait de trouver à nouveau Friedrich, mais cette fois avec un objectif clair. Il voulait parler à Friedrich dans un endroit où il pourrait avoir une conversation tranquille, loin des distractions du monde extérieur. Après quelques semaines de tentatives pour rassembler son courage, il décida finalement de visiter Friedrich à l'endroit où il savait qu'il travaillait maintenant. Une petite entreprise locale qui, selon ce qu'il avait appris, avait prospéré grâce aux efforts infatigables de Friedrich. En arrivant à l'entreprise, Hans-Dieter se sentit pris d'un mélange d'anxiété et de nervosité. C'était comme s'il s'apprêtait à affronter un jugement. Il savait que cette visite était une opportunité unique de montrer à Friedrich qu'il avait vraiment changé. Lorsqu'il entra dans le bâtiment, il fut accueilli par une atmosphère simple mais chaleureuse, très différente des entreprises qu'il avait l'habitude de fréquenter. C'était un endroit où les gens semblaient travailler avec dévouement, mais aussi avec un sens de la communauté et du respect mutuel. En se présentant à la réception, Hans-Dieter demanda à parler à Friedrich. La réceptionniste, une jeune femme sympathique, appela le bureau de Friedrich et en quelques minutes, il apparut. En voyant Hans-Dieter, Friedrich sembla surpris mais il n'y eut aucun signe d'hostilité dans son expression.
Il s'approcha avec le même sourire tranquille qu'il avait montré au café quelques semaines plus tôt. « Monsieur Müller » commença Friedrich en lui tendant la main pour le saluer. « C'est bon de vous revoir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Hans-Dieter serra la main de Friedrich, se sentant momentanément paralysé par la cordialité inattendue. Il avait prévu une réception beaucoup plus froide, peut-être même un affrontement. Mais Friedrich semblait vraiment ouvert, et cela donna à Hans-Dieter la force nécessaire pour continuer. « Friedrich, Hans-Dieter hésita, essayant de trouver les bons mots. « Je suis venu ici aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous présenter mes excuses. Pas seulement pour les mots que j'ai prononcés il y a des années, mais pour toute la manière dont je vous ai traité, vous et tant d'autres personnes. J'ai été arrogant, cruel et complètement aveugle à ce qui compte vraiment. Je sais que mes paroles ne peuvent pas effacer ce qui a été fait, mais j'espère que vous pourrez trouver dans votre cœur le pardon. » Friedrich resta silencieux pendant quelques instants, observant Hans-Dieter avec une expression de réflexion. Finalement, il fit signe à Hans-Dieter de le suivre dans une salle de réunion voisine où il pourrait en parler en toute intimité. « Monsieur Müller, » dit Friedrich alors que, et d'après ce que je vois, vous semblez être dans une quête de découverte de vous-même. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous a fait réaliser que vous deviez vous excuser? Hans-Dieter, sentant que c'était l'occasion qu'il attendait, commença à parler ouvertement de tout ce qui s'était passé depuis l'effondrement de son empire. Il raconta comment il avait tout perdu, sur l'isolement et l'introspection qui avaient suivi, et sur le profond changement de perspective qui avait accompagné sa chute. Il expliqua comment la rencontre inattendue au café avait été un catalyseur pour sa décision de chercher le pardon de Friedrich. Friedrich écouta attentivement, sans interrompre. Il observait Hans-Dieter avec un regard qui exprimait à la fois de l'empathie et de la sagesse. Lorsque Hans-Dieter termina de parler, il y eut un long silence. Friedrich semblait réfléchir soigneusement à ce qu'il allait dire. « Monsieur Müller, » commença finalement Friedrich, sa voix calme et ferme, « nous faisons tous des erreurs. Certaines sont petites, d'autres sont grandes. Mais toutes ont le pouvoir de nous enseigner quelque chose, si nous sommes prêts à apprendre. Je ne garde pas de rancune pour ce qui s'est passé dans le passé. En fait, cela m'a beaucoup appris sur moi-même et sur ce qui compte vraiment dans la vie. Et si ce qui vous est arrivé vous a aussi apporté cet apprentissage, alors peut-être qu'il y avait un but à tout cela. » Hans-Dieter ressentit une vague de soulagement et de gratitude en entendant ces paroles. Il réalisa que le pardon de Friedrich n'était pas seulement un geste de bonté, mais aussi une validation de sa propre quête de rédemption. Hans-Dieter remercia profondément Friedrich, non seulement pour les paroles de pardon, mais aussi pour sa sagesse et sa compréhension. Avant de se séparer, Hans-Dieter fit une offre à laquelle il pensait depuis un certain temps. Il voulait aider l'entreprise où Friedrich travaillait, non pas comme une forme d'expiation, mais comme un geste sincère de gratitude et de respect. « Friedrich, je sais que je ne peux pas annuler le passé, » dit Hans-Dieter, « mais j'aimerais faire quelque chose de positif à partir de maintenant. Si vous me le permettez, j'aimerais offrir mon expérience et mes ressources pour aider à développer et renforcer cette entreprise. Je ne veux rien en retour, seulement la chance de contribuer à quelque chose de significatif. » Friedrich fut surpris par l'offre, mais il reconnut également la sincérité dans les paroles de Hans-Dieter. Il savait que, en acceptant l'offre, il pourrait ouvrir la porte à un nouveau partenariat qui bénéficierait à la fois à l'entreprise et à la vie de nombreuses personnes. Avec un sourire, Friedrich accepta l'offre de Hans-Dieter, entamant ce qui serait un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre marqué non seulement par la réconciliation, mais aussi par la croissance mutuelle et, finalement, la construction de quelque chose de véritablement précieux. Avec le temps, la relation entre Hans-Dieter et Friedrich évolua vers quelque chose de plus qu'une simple amitié, elle devint une véritable alliance de vie et d'affaires. La petite entreprise dans laquelle travaillait Friedrich, désormais renforcée par l'expertise de Hans-Dieter, connut une expansion significative, devenant une organisation prospère et respectée. Cependant, contrairement à l'époque où Hans-Dieter dirigeait son empire d'une main de fer, cette nouvelle phase était caractérisée par une approche beaucoup plus collaborative et humaine. Hans-Dieter avait appris de ses expériences passées que le succès ne devait pas être mesuré uniquement en termes financiers,
mais aussi en fonction de la manière dont les personnes au sein de l'entreprise se sentaient et étaient traitées. Avec cette nouvelle mentalité, Hans-Dieter et Friedrich commencèrent à mettre en œuvre des changements significatifs au sein de l'entreprise. Ils introduisirent des politiques qui encouragèrent le bien-être des employés, tels que des horaires de travail plus flexibles, des opportunités de développement professionnel et des programmes de santé mentale. Hans-Dieter, qui autrefois voyait les employés uniquement comme des ressources, comprenait désormais l'importance de prendre soin des personnes qui faisaient fonctionner l'entreprise. L'un des premiers projets dans lequel ils s'impliquèrent fut la création d'un fonds communautaire. L'idée leur était venue après une réunion où ils discutaient de la manière dont l'entreprise pouvait rendre à la communauté qui soutenait tant leurs activités. Friedrich, toujours soucieux du bien-être des autres, suggéra qu'une partie des bénéfices soit destinée à des initiatives locales, telles que des programmes éducatifs, le soutien aux petites entreprises et l'aide aux familles défavorisées. Hans-Dieter embrassa l'idée avec enthousiasme, reconnaissant la valeur de contribuer positivement à la société. Il se souvint de la manière dont, à l'époque de sa gloire, il avait ignoré les besoins des autres, se concentrant uniquement sur son ascension personnelle. Maintenant, il voyait cette nouvelle initiative comme un moyen de corriger ses erreurs passées et d'aider à construire quelque chose qui avait réellement du sens. Le fonds communautaire fut un succès. L'entreprise commença à être reconnue non seulement pour les produits qu'elle offrait, mais aussi pour l'impact positif qu'elle avait sur la communauté. Les employés, qui se sentaient désormais partie prenante de quelque chose de plus grand, étaient plus engagés et motivés. L'atmosphère au sein de l'entreprise était celle de la camaraderie et du but commun, quelque chose que Hans-Dieter n'avait jamais expérimenté dans ses anciennes affaires. De plus, Hans-Dieter et Friedrich décidèrent d'étendre l'entreprise à de nouveaux domaines, mais toujours avec la préoccupation de maintenir les valeurs qu'ils avaient établies. Ils ouvrirent de nouvelles succursales dans d'autres villes, chacune opérant selon les mêmes principes de respect, de transparence et de responsabilité sociale. Au lieu de se concentrer sur des profits immédiats, la priorité était de créer un environnement durable et positif pour tous les acteurs impliqués. Le partenariat entre Hans-Dieter et Friedrich était solide, construit sur une base de confiance et de respect mutuel. Ils se complétaient de manière inattendue. Hans-Dieter apportait l'expérience stratégique et la connaissance du monde des affaires, tandis que Friedrich, avec sa vision humaine et empathique, veillait à ce que l'entreprise ne perde jamais de vue ce qui comptait vraiment. Cette dynamique permit à l'entreprise de continuer à croître, attirant non seulement des clients, mais aussi des talents qui s'identifiaient à la vision et aux valeurs que Hans-Dieter et Friedrich promouvaient. Beaucoup des nouveaux employés qui rejoignaient l'entreprise commentaient qu'ils n'avaient jamais travaillé dans un endroit où ils se sentaient aussi valorisés et respectés. Et cela, pour Hans-Dieter, était le plus grand signe qu'il était sur la bonne voie. À un certain moment, Friedrich suggéra qu'ils mettent en place un programme de mentorat au sein de l'entreprise, où les employés les plus expérimentés pourraient guider les plus jeunes, non seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur les valeurs qui étaient si importantes pour la culture de l'entreprise. Hans-Dieter adorait l'idée, y voyant une opportunité de garantir que la prochaine génération de dirigeants au sein de l'entreprise continue de porter la torche du respect et de la responsabilité sociale. Le programme de mentorat fut un autre succès, et il devint rapidement une partie intégrante de la culture de l'entreprise. Les employés plus jeunes apprécièrent le soutien et les connaissances qu'ils recevaient, tandis que les plus expérimentés ressentaient un renouveau de leur sens du but en aidant à façonner l'avenir de l'entreprise. Hans-Dieter, qui autrefois méprisait l'idée de passer du temps à encadrer les autres, se voyait maintenant comme l'un des principaux défenseurs du programme, offrant souvent de guider personnellement les nouveaux membres de l'équipe. Avec le temps, Hans-Dieter commença à réaliser que, malgré toutes ses réussites passées, ce qu'il construisait maintenant, avec Friedrich à ses côtés, était bien plus significatif. Il n'aidait pas seulement à créer une entreprise prospère, mais il faisait aussi une différence dans la vie des gens, quelque chose qu'il n'avait jamais considéré comme important auparavant. Hans-Dieter et Friedrich devinrent non seulement des partenaires d'affaires, mais de véritables amis, unis par une vision partagée de ce que le succès devrait vraiment signifier. Ils savaient que la route à venir comportait encore des défis, mais ils étaient convaincus que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Ce nouveau partenariat était l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient appris au cours de leur vie.
Hans-Dieter était passé d'un homme obsédé par le pouvoir et le profit à quelqu'un qui comprenait la valeur de l'humilité, du respect et de l'amitié. Et tout cela avait été possible grâce à la seconde chance qu'il avait reçue, et à la sagesse et à la patience de Friedrich. Maintenant, ils étaient prêts à affronter l'avenir avec confiance, sachant que, quoi qu'il arrive, ils avaient construit quelque chose de solide, quelque chose qui comptait vraiment. Et pour Hans-Dieter, c'était la plus grande réussite de sa vie. Il savait que ce qu'ils créaient ensemble était quelque chose qui durerait bien au-delà de leur propre vie. Une véritable preuve que le véritable succès ne se mesure pas à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on donne. Avec le temps, la relation entre Hans-Dieter et Friedrich évolua vers quelque chose de plus qu'une simple amitié. Elle devint une véritable alliance de vie et d'affaires. La petite entreprise dans laquelle travaillait Friedrich, désormais renforcée par l'expertise de Hans-Dieter, connut une expansion significative, devenant une organisation prospère et respectée. Cependant, contrairement à l'époque où Hans-Dieter dirigeait son empire d'une main de fer, cette nouvelle phase était caractérisée par une approche beaucoup plus collaborative et humaine. Hans-Dieter avait appris de ses expériences passées que le succès ne devait pas être mesuré uniquement en termes financiers, mais aussi en fonction de la manière dont les personnes au sein de l'entreprise se sentaient et étaient traitées. Avec cette nouvelle mentalité, Hans-Dieter et Friedrich commencèrent à mettre en œuvre des changements significatifs au sein de l'entreprise. Ils introduisirent des politiques qui encourageaient le bien-être des employés, tels que des horaires de travail plus flexibles, des opportunités de développement professionnel et des programmes de santé mentale. Hans-Dieter, qui autrefois voyait les employés uniquement comme des ressources, comprenait désormais l'importance de prendre soin des personnes qui faisaient fonctionner l'entreprise. L'un des premiers projets dans lequel ils s'impliquèrent fut la création d'un fonds communautaire. L'idée leur était venue après une réunion où ils discutaient de la manière dont l'entreprise pouvait rendre à la communauté qui soutenait tant leurs activités. Friedrich, toujours soucieux du bien-être des autres, suggéra qu'une partie des bénéfices soit destinée à des initiatives locales, telles que des programmes éducatifs, le soutien aux petites entreprises et l'aide aux familles défavorisées. Hans-Dieter embrassa l'idée avec enthousiasme, reconnaissant la valeur de contribuer positivement à la société. Il se souvint de la manière dont, à l'époque de sa gloire, il avait ignoré les besoins des autres, se concentrant uniquement sur son ascension personnelle. Maintenant, il voyait cette nouvelle initiative comme un moyen de corriger ses erreurs passées et d'aider à construire quelque chose qui avait réellement du sens. Le fonds communautaire fut un succès. L'entreprise commença à être reconnue non seulement pour les produits qu'elle offrait, mais aussi pour l'impact positif qu'elle avait sur la communauté. Les employés, qui se sentaient désormais partie prenante de quelque chose de plus grand, étaient plus engagés et motivés. L'atmosphère au sein de l'entreprise était celle de la camaraderie et du but commun, quelque chose que Hans-Dieter n'avait jamais expérimenté dans ses anciennes affaires. De plus, Hans-Dieter et Friedrich décidèrent d'étendre l'entreprise à de nouveaux domaines, mais toujours avec la préoccupation de maintenir les valeurs qu'ils avaient établies. Ils ouvrirent de nouvelles succursales dans d'autres villes, chacune opérant selon les mêmes principes de respect, de transparence et de responsabilité sociale. Au lieu de se concentrer sur des profits immédiats, la priorité était de créer un environnement durable et positif pour tous les acteurs impliqués. Le partenariat entre Hans-Dieter et Friedrich était solide, construit sur une base de confiance et de respect mutuel. Ils se complétaient de manière inattendue. Hans-Dieter apportait l'expérience stratégique et la connaissance du monde des affaires, tandis que Friedrich, avec sa vision humaine et empathique, veillait à ce que l'entreprise ne perde jamais de vue ce qui comptait vraiment. Cette dynamique permit à l'entreprise de continuer à croître, attirant non seulement des clients, mais aussi des talents qui s'identifiaient à la vision et aux valeurs que Hans-Dieter et Friedrich promouvaient. Beaucoup des nouveaux employés qui rejoignaient l'entreprise commentaient qu'ils n'avaient jamais travaillé dans un endroit où ils se sentaient aussi valorisés et respectés. Et cela, pour Hans-Dieter, était le plus grand signe qu'il était sur la bonne voie. À un certain moment, Friedrich suggéra qu'ils mettent en place un programme de mentorat au sein de l'entreprise, où les employés les plus expérimentés pourraient guider les plus jeunes, non seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur les valeurs qui étaient si importantes pour la culture de l'entreprise. Hans-Dieter adorait l'idée.
y voyant une opportunité de garantir que la prochaine génération de dirigeants au sein de l'entreprise continue de porter la torche du respect et de la responsabilité sociale. Le programme de mentorat fut un autre succès, et il devint rapidement une partie intégrante de la culture de l'entreprise. Les employés plus jeunes appréciaient le soutien et les connaissances qu'ils recevaient, tandis que les plus expérimentés ressentaient un renouveau de leur sens du but en aidant à façonner l'avenir de l'entreprise. Hans-Dieter, qui autrefois méprisait l'idée de passer du temps à encadrer les autres, se voyait maintenant comme l'un des principaux défenseurs du programme, offrant souvent de guider personnellement les nouveaux membres de l'équipe. Avec le temps, Hans-Dieter commença à réaliser que malgré toutes ses réussites passées, ce qu'il construisait maintenant, avec Friedrich à ses côtés, était bien plus significatif. Il n'aidait pas seulement à créer une entreprise prospère, mais il faisait aussi une différence dans la vie des gens, quelque chose qu'il n'avait jamais considéré comme important auparavant. Hans-Dieter et Friedrich devinrent non seulement des partenaires d'affaires, mais de véritables amis. Unis par une vision partagée de ce que le succès devrait vraiment signifier, ils savaient que la route à venir comportait encore des défis, mais ils étaient convaincus que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Ce nouveau partenariat était l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient appris au cours de leur vie. Hans-Dieter était passé d'un homme obsédé par le pouvoir et le profit à quelqu'un qui comprenait la valeur de l'humilité, du respect et de l'amitié. Et tout cela avait été possible grâce à la seconde chance qu'il avait reçue et à la sagesse et à la patience de Friedrich. Maintenant, ils étaient prêts à affronter l'avenir avec confiance, sachant que, quoi qu'il arrive, ils avaient construit quelque chose de solide, quelque chose qui comptait vraiment. Et, pour Hans-Dieter, c'était la plus grande réussite de sa vie. Avec cette nouvelle phase de leur vie, Hans-Dieter et Friedrich continuèrent à élargir non seulement les affaires, mais aussi l'héritage qu'ils voulaient laisser, un héritage d'intégrité, de compassion et de responsabilité. Ils savaient que ce qu'ils créaient ensemble était quelque chose qui durerait bien au-delà de leur propre vie, une véritable preuve que le véritable succès ne se mesure pas à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on donne. Le temps passa, et la transformation de Hans-Dieter Müller devint évidente pour tous ceux qui le connaissaient. L'arrogance et l'orgueil qui autrefois définissaient sa personnalité furent progressivement remplacés par l'humilité et une profonde empathie. Il était devenu un homme qui, avant tout, valorisait les connexions humaines et l'impact positif qu'il pouvait avoir sur la vie des autres. Hans-Dieter continuait à travailler aux côtés de Friedrich Bauer, mais sa vie n'était plus dominée uniquement par le travail. Il commença à consacrer plus de temps à des activités qu'il n'aurait jamais considérées comme importantes auparavant. Ces nouvelles expériences enrichirent non seulement sa vie, mais contribuèrent également à son développement personnel, l'aidant à acquérir une perspective plus large et plus humanitaire. L'un des changements les plus significatifs dans sa vie fut son engagement dans la communauté locale. Hans-Dieter, qui autrefois ignorait la vie en dehors de ses entreprises, se consacra désormais à diverses initiatives sociales. Il commença à participer à des projets visant à l'éducation des jeunes dans des zones défavorisées, croyant que la connaissance et les opportunités pouvaient changer des vies. Il s'impliqua également dans des programmes de réinsertion des ex-détenus, leur offrant la possibilité d'apprendre de nouvelles compétences et de trouver un emploi, quelque chose qu'il voyait comme une manière de rendre la seconde chance qu'il avait lui-même reçue. Dans l'un de ses projets communautaires, Hans-Dieter rencontra un groupe de jeunes entrepreneurs de quartiers défavorisés qui tentèrent de lancer leurs propres entreprises, mais qui faisaient face à une série d'obstacles, allant du manque de capitaux aux préjugés. En écoutant leurs histoires, Hans-Dieter se vit en eux, non pas en termes d'ambition ou de succès, mais dans la lutte constante pour surmonter les adversités et atteindre un rêve. Il décida de devenir un mentor pour ces jeunes, offrant non seulement des conseils sur les affaires, mais aussi un soutien émotionnel et des encouragements. Cette expérience transforma encore davantage Hans-Dieter. Il réalisa qu'en aidant les autres à atteindre leurs rêves, il trouvait, en quelque sorte, l'accomplissement qu'il avait toujours recherché dans sa vie. Hans-Dieter commença également à valoriser le temps qu'il passait avec sa famille, quelque chose qu'il négligeait presque totalement auparavant. Ses relations avec ses enfants, qui avaient été tendues pendant ses années d'obsession pour le travail, commencèrent à s'améliorer à mesure qu'il devenait plus présent et impliqué dans leur vie. Il s'efforçait de devenir un père que ses enfants pouvaient admirer, non pas pour ses réalisations matérielles,
mais pour ce qu'il était devenu en tant que personne. Un exemple significatif de ce changement se produisit lorsque Hans-Dieter décida de passer un week-end avec ses enfants dans une cabane en montagne, loin de l'agitation de la ville. Pendant ce voyage, il eut des conversations profondes avec eux, où Hans-Dieter fut honnête au sujet de ses erreurs passées et de ses tentatives de rédemption. Pour ses enfants, voir cette vulnérabilité chez leur père fut un moment de connexion véritable, et ils commencèrent à voir Hans-Dieter sous un nouveau jour. En outre, Hans-Dieter reprit des passe-temps qu'il avait abandonnés des années auparavant, lorsqu'il était complètement focalisé sur sa carrière. Il redécouvrit le plaisir de la lecture, en particulier des livres sur la philosophie et la spiritualité, qui l'aidèrent à continuer son chemin d'autodécouverte. Il commença également à pratiquer le jardinage, une activité qu'il trouva incroyablement thérapeutique. Cultiver des plantes et des fleurs dans le jardin de sa maison devint une métaphore pour la culture de sa propre âme, une pratique qui lui apporta une paix intérieure. À mesure que le temps passait, Hans-Dieter réalisa que son développement personnel était intrinsèquement lié à la manière dont il interagissait avec le monde. Il devint plus conscient de ses actions et de la façon dont elles impactaient les personnes autour de lui. Ce nouveau sens des responsabilités n'était pas un fardeau, mais plutôt une source de motivation. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à apprendre et à grandir, mais il était déterminé à continuer sur ce chemin d'autodécouverte et d'amélioration continue. Friedrich, qui observait de près cette transformation, ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond respect pour Hans-Dieter. Il voyait comment l'homme qui autrefois était son patron impitoyable s'était transformé en quelqu'un qui cherchait non seulement à s'améliorer lui-même, mais aussi à contribuer positivement à la vie des autres. Friedrich savait que ce changement n'avait pas été facile pour Hans-Dieter, mais le fait qu'il ait embrassé cette nouvelle vie avec autant de détermination était une preuve de sa force intérieure. Avec le temps, Hans-Dieter devint une figure respectée dans la communauté, non pas pour son ancien statut de magnate, mais pour ses actions et sa nouvelle posture envers la vie. Il commença à recevoir des invitations pour parler lors d'événements sur son cheminement personnel et professionnel, partageant ses expériences et les leçons qu'il avait apprises. Hans-Dieter, qui autrefois évitait toute forme d'exposition publique depuis sa chute, voyait maintenant ces opportunités comme une manière d'inspirer les autres à trouver la rédemption et un but dans leur propre vie. Lors d'une de ses conférences, Hans-Dieter parla ouvertement des erreurs qu'il avait commises, des conséquences de ses actions et du chemin de retour qu'il avait parcouru. Il partagea comment l'amitié avec Friedrich et l'opportunité d'aider l'entreprise où Friedrich travaillait avaient été des éléments fondamentaux de sa récupération personnelle. Ces paroles résonnèrent profondément avec le public, en particulier ceux qui faisaient face à leurs propres défis et cherchaient un nouveau départ. Hans-Dieter n'avait pas seulement appris à se pardonner, mais aussi à utiliser ses expériences passées pour créer quelque chose de significatif dans le présent. Il savait qu'il ne serait jamais parfait, mais il s'engageait à l'idée que la croissance personnelle est un processus continu qui nécessite de la réflexion, de l'humilité et la volonté de faire la paix avec le passé. À mesure que Hans-Dieter continuait à avancer sur le chemin de l'autodécouverte et du changement personnel, son amitié avec Friedrich Bauer se renforçait encore davantage. Cette relation, qui avait commencé de manière tumultueuse et inattendue, s'épanouit en quelque chose que les deux hommes appréciaient immensément. Pour Hans-Dieter, Friedrich était devenu plus qu'un ami. Il était un mentor, un guide dans sa quête de devenir une meilleure personne. Pour Friedrich, Hans-Dieter représentait la preuve que les gens sont capables de changer, et que la bonté et la compassion peuvent transformer même les cœurs les plus endurcis. Avec le temps, Hans-Dieter et Friedrich commencèrent à partager non seulement leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. Ils se réunissaient régulièrement en dehors du travail, souvent accompagnés de leurs familles respectives. Ces rencontres étaient des moments de détente et de joie, mais aussi de réflexion profonde sur la vie, les difficultés qu'ils avaient traversées et les leçons qu'ils avaient apprises en cours de route. Lors d'une de ces rencontres, organisée un après-midi d'automne, Hans-Dieter invita Friedrich et sa fille, Anna, à déjeuner chez lui. Hans-Dieter avait récemment déménagé dans une maison plus modeste mais confortable, où il se sentait en paix. Le déjeuner fut préparé par Hans-Dieter, qui avait découvert une nouvelle passion pour la cuisine dans le cadre de son processus de changement de vie. Il voulait créer une atmosphère accueillante et familiale pour Friedrich et Anna,
afin qu'ils se sentent vraiment chez eux. Pendant le déjeuner, alors qu'ils discutaient de tout, des affaires aux souvenirs d'enfance, Hans-Dieter remarqua combien Anna avait grandi et était devenue une jeune femme confiante et déterminée. Il se souvint de la manière dont Friedrich avait parlé des défis qu'ils avaient affrontés lorsque Friedrich avait perdu son emploi, et de la manière dont Anna avait été une source de force pour son père pendant ces moments difficiles. Voir Anna maintenant sur le point de terminer ses études et avec un avenir prometteur devant elle, emplit Hans-Dieter d'un sentiment de fierté, comme s'il avait également joué un petit rôle dans ce parcours. Après le déjeuner, alors qu'Anna et les enfants de Hans-Dieter se promenèrent dans le jardin, Hans-Dieter et Friedrich s'assirent sur la véranda, avec vue sur les arbres dont les feuilles commençaient déjà à changer de couleur. L'atmosphère était sereine, et les deux hommes étaient plongés dans une réflexion tranquille. Friedrich, commença Hans-Dieter en regardant les feuilles tomber lentement des arbres, « Je n'aurais jamais imaginé être ici, en ce moment, avec toi, à parler de nos vies et de tout ce que nous avons traversé. Parfois, on dirait que c'était dans une autre vie. » Friedrich sourit, acquiesçant. « La vie a des façons curieuses de nous surprendre, Hans-Dieter. Je crois que tout ce que nous avons traversé nous a amenés exactement là où nous devions être. Et, franchement, je suis reconnaissant pour tout, même pour les défis. Ils nous ont façonnés, nous ont rendus ce que nous sommes aujourd'hui. » Hans-Dieter réfléchit à ces paroles pendant un moment avant de poursuivre. « Tu sais, Friedrich, il fut un temps où je croyais que le succès se mesurait uniquement à ce que je pouvais accumuler. De l'argent, du pouvoir, de l'influence. Mais maintenant, je vois que le véritable succès réside dans les personnes que nous choisissons d'avoir à nos côtés, dans les liens que nous construisons et dans le bien que nous faisons pour les autres. » Friedrich acquiesça de nouveau, d'un regard pensif. « Je suis entièrement d'accord. Les connexions humaines sont ce qui compte vraiment. Ce que nous laissons derrière nous, ce ne sont pas les biens matériels, mais l'impact que nous avons eu sur la vie des autres. » Cette conversation marqua un tournant dans l'amitié entre Hans-Dieter et Friedrich. Ils réalisèrent que plus que des partenaires commerciaux, ils étaient de véritables amis, liés par une expérience commune de perte, de rédemption et de croissance. Et cette amitié, ils le savaient, était quelque chose qui continuerait de s'épanouir, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Avec le temps, Hans-Dieter en vint à voir Friedrich presque comme un frère, quelqu'un sur qui il pouvait compter en toutes circonstances. Ils partageaient les hauts et les bas de la vie, célébrant les victoires et se soutenant dans les défaites. Le respect mutuel qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était évident pour tous ceux qui les entouraient, et beaucoup d'employés de l'entreprise les voyaient comme un exemple de leadership collaboratif et inspirant. Cette amitié influença également la manière dont l'entreprise continuait de croître. Le partenariat entre Hans-Dieter et Friedrich se reflétait dans la culture d'entreprise, où les valeurs de respect, de transparence et de compassion étaient fondamentales. L'entreprise, maintenant plus prospère que jamais, devint un modèle de réussite dans le monde. Hans-Dieter et Friedrich commencèrent également à explorer de nouveaux projets ensemble, au-delà de l'entreprise. Ils s'impliquèrent dans plusieurs initiatives philanthropiques, investissant dans des causes qui leur tenaient à cœur. L'une de ces causes fut la création d'une fondation pour soutenir les jeunes entrepreneurs issus de communautés défavorisées, une cause pour laquelle Hans-Dieter se passionnait particulièrement. Il voyait cette fondation comme un moyen de rendre à la société, d'aider ceux qui, comme lui un jour, avaient besoin d'une seconde chance. Ces activités philanthropiques renforcèrent encore l'amitié entre Hans-Dieter et Friedrich. Ils commencèrent à voir leur travail non seulement comme un moyen de gagner leur vie, mais comme une manière de laisser un héritage positif dans le monde. Et cet héritage, ils le savaient, serait la preuve que les gens peuvent changer, que la compassion et la bonté peuvent transformer même les situations les plus difficiles. Hans-Dieter en particulier ressentait une profonde gratitude pour tout ce qui s'était passé. Il savait que, sans Friedrich, il n'aurait jamais trouvé ce nouveau chemin dans la vie. Et pour cela, il était déterminé à continuer de soutenir Friedrich dans tout ce dont il avait besoin, s'assurant que leur amitié reste forte et significative. Les années passèrent depuis que Hans-Dieter Müller et Friedrich Bauer avaient entamé leur partenariat, et l'entreprise qu'ils avaient co-dirigée continuait de prospérer, tant sur le plan financier que social. Leur histoire était devenue une source d'inspiration pour beaucoup,
Un exemple de la manière dont le pardon, l'humilité et la volonté de changer peuvent transformer des vies et créer quelque chose de réellement significatif. Hans-Dieter, maintenant doté d'une nouvelle vie et d'une perspective complètement différente, n'était plus seulement un homme d'affaires respecté, mais aussi une figure publique admirée pour son intégrité et son engagement envers les causes sociales. Il était fréquemment invité à donner des conférences et à partager son parcours, mettant l'accent sur l'importance de ne pas seulement chercher le succès, mais de vivre une vie qui ait un impact positif sur les autres. Lors d'une de ses conférences, organisée dans un grand auditorium à Berlin, Hans-Dieter monta sur scène pour parler devant un public de jeunes entrepreneurs et de leaders communautaires. Il commença son discours en rappelant les jours où il se trouvait au sommet du monde des affaires, entouré de richesses et de pouvoir, mais complètement aveugle à ce qui importait vraiment. Il parla de son arrogance, de la manière dont il méprisait ceux qu'il considérait comme inférieurs, et de la façon dont cette attitude l'avait finalement conduit à sa chute. Mais plutôt que de se concentrer sur la douleur de la perte, Hans-Dieter consacra la majeure partie de son discours à parler du processus de reconstruction de sa vie. Il expliqua comment le pardon de Friedrich et l'amitié qui s'était développée entre eux avaient été les piliers qui l'avaient soutenu pendant les moments les plus difficiles. Il partagea comment, aux côtés de Friedrich, il avait découvert un nouveau but dans la vie, un but qui allait bien au-delà de l'argent ou de la construction d'un empire, et qui consistait à aider les autres et à faire une différence dans la société. Hans-Dieter termina son discours par un message d'espoir et d'inspiration. Il encouragea tous les participants à aller au-delà des apparences et du succès matériel, et à chercher une vie pleine de sens et de but. Il rappela à tous que, indépendamment des erreurs du passé, il y avait toujours une opportunité de changer, de se racheter et de construire quelque chose de positif. La réponse du public fut bouleversante. Hans-Dieter fut acclamé et applaudi chaleureusement, et beaucoup s'approchèrent de lui après la conférence pour exprimer leur admiration et leur gratitude pour avoir partagé son histoire. Hans-Dieter, qui autrefois avait été un homme craint et isolé, était maintenant perçu comme un mentor, quelqu'un qui avait utilisé son expérience pour aider les autres à éviter les mêmes erreurs et à trouver un chemin plus noble. Après la conférence, Hans-Dieter retourna à l'entreprise où il fut accueilli par Friedrich. Les deux hommes échangèrent un regard de compréhension, sachant que, malgré tous les défis et les difficultés qu'ils avaient affrontés, ils se trouvaient exactement là où ils devaient être. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de durable, quelque chose qui continuerait de prospérer bien après que tous deux aient suivi leur propre chemin. L'entreprise continuait de croître, avec maintenant plusieurs filiales dans toute l'Allemagne et même dans d'autres pays européens. Cependant, cette croissance ne se faisait jamais au détriment des valeurs que Hans-Dieter et Friedrich chérissaient. La culture de l'entreprise restait centrée sur le respect, la transparence et la responsabilité sociale. Chaque nouvelle embauche était effectuée avec soin, en s'assurant que tous ceux qui rejoignaient l'équipe partageaient la vision et les valeurs que les fondateurs avaient établies. Hans-Dieter, qui autrefois était un homme aux objectifs ambitieux et aux délais serrés, voyait maintenant le succès sous un jour différent. Il savait que le véritable héritage qu'il laissait avec Friedrich n'était pas seulement une entreprise prospère, mais une culture de travail qui inspirait les gens à être meilleurs, à prendre soin les uns des autres et à utiliser leurs talents pour le bien commun. En plus de l'entreprise, Hans-Dieter et Friedrich continuèrent d'étendre leurs activités philanthropiques. La fondation qu'ils avaient créée pour soutenir les jeunes entrepreneurs issus de communautés défavorisées devint l'une des plus respectées du pays. Grâce à leurs dons et au travail dévoué de leur équipe, des centaines de jeunes reçurent des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Beaucoup de ces jeunes revinrent pour remercier personnellement Hans-Dieter et Friedrich, partageant comment les opportunités qu'ils avaient reçues avaient changé leur vie. Ces moments de gratitude touchèrent profondément Hans-Dieter. Il réalisa que, bien que son nom soit associé à de grandes réalisations commerciales, c'étaient ces petites victoires, les histoires de vie transformées, qui lui apportaient vraiment fierté et satisfaction. Friedrich, toujours modeste, continua à être le pilier de sagesse et de compassion qui avait guidé Hans-Dieter dans sa transformation. Il voyait avec joie la croissance personnelle de Hans-Dieter, sachant qu'il avait joué un rôle crucial dans ce voyage. Et bien que Friedrich ne cherche jamais la reconnaissance, il savait que son travail aux côtés de Hans-Dieter
faisaient une différence réelle dans le monde. Par un après-midi tranquille, alors qu'ils marchaient ensemble dans les couloirs de l'entreprise qu'ils avaient reconstruite, Hans-Dieter se tourna vers Friedrich et dit « Si je n'avais pas pris ce café avec toi, je pense que je serais perdu, sans but, sans espoir. Tu m'as montré un chemin que je n'aurais jamais trouvé seul, et pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. » Friedrich sourit, posant une main sur l'épaule de Hans-Dieter. « Hans-Dieter, nous avons tous le pouvoir de changer, mais parfois nous avons besoin d'un petit coup de pouce dans la bonne direction. Je suis heureux que tu aies trouvé ton chemin. Et je suis encore plus heureux d'avoir eu la chance de marcher à tes côtés. » Avec ces mots, les deux hommes continuèrent leur promenade dans les couloirs de l'entreprise, se sentant en paix avec ce qu'ils avaient construit ensemble. Ils savaient que l'avenir était prometteur, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour les vies qu'ils avaient touchées et les leçons qu'ils avaient apprises. Hans-Dieter et Friedrich continuèrent à travailler ensemble pendant de nombreuses années, toujours concentrés sur leurs valeurs et leur engagement envers le bien commun. Et, à mesure que le temps passait, ils laissèrent un héritage qui inspirerait les générations futures, un héritage d'amitié, de changement et d'une nouvelle compréhension de ce que signifie réellement réussir dans la vie. Et ainsi l'histoire de Hans-Dieter Müller, le magnate qui un jour tomba de son trône mais qui trouva la rédemption aux côtés d'un homme humble, devint un symbole d'espoir, de transformation et de la possibilité qu'indépendamment d'où nous commençons, il y a toujours une chance de changer pour le mieux